Salut les aventuriers, ici Mister Geopolitics. Nouvelle aventure dans l'archipel du Svalbard, à 1300 km du pôle Nord. Je me trouve actuellement avec Théo de la chaîne Balade Mentale et dans quelques jours on va être rejoint par Léo de la chaîne Dirty Biology et Charles Villa, grand reporter pour Brut. On va chacun s'intéresser ici à des thématiques différentes, mais pour ma part je vais essayer de comprendre pourquoi l'Arctique est une région si stratégique d'un point de vue géopolitique. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses à dire. Allez, c'est parti! Allez, on met les voiles, direction le Grand Nord. Après l'humidité et la luxuriance des forêts guyanaises, apprêtez-vous à affronter le froid des déserts polaires. Va falloir bien se couvrir. On reviendra sur la Guyane juste après, j'ai encore 4 épisodes à vous présenter qui vont vraiment vous plaire, donc comme d'hab, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche surtout pour être prévenu lors de la sortie des prochains reportages. Il existe plusieurs manières de représenter le monde avec des cartes. On ne va pas rentrer dans le détail, mais il s'agit de mathématiques. Représenter une surface qui n'est pas plane sur une carte qui, elle, l'est, nécessite forcément de choisir un angle, une projection, un critère qui va chercher à représenter le plus fidèlement possible certains éléments de la géographie, mais qui va forcément déformer ou en faire disparaître d'autres. Sur ma chaîne, j'utilise presque toujours une projection Mercator, car on y est habitué, elle est extrêmement claire et il est facile pour moi de représenter des enjeux géopolitiques à l'échelle mondiale qui seront compréhensibles d'un seul coup d'œil. Cependant, elle déforme les pôles. Difficile en effet d'imaginer sur cette carte que le Groenland est en réalité 14 fois plus petit que l'Afrique. De même, on a du mal à se représenter que le chemin le plus court entre la Russie et les États-Unis, c'est de survoler le pôle Nord. C'est pourquoi le plus simple pour cet épisode sera d'utiliser une vue 3D de notre planète. Voici où se trouve le pôle Nord, et voilà où on se rend sur l'archipel norvégien du Svalbard, situé à égale distance entre la Norvège continentale et le point le plus au nord de notre planète. Regardez à présent la couleur de l'océan Arctique, ça va vous donner une idée de sa topographie et de sa profondeur. Si on enlève l'eau et la banquise, voilà ce que l'on obtient. L'océan Arctique est en fait une gigantesque cuvette entourée de terres émergées. La cuvette est presque fermée, sauf au niveau du détroit de Fram, situé entre le Svalbard et le Groenland. Le long des côtes russes, on devine un immense plateau au fond de la mer de Sibérie orientale. Ça va certainement vous surprendre, mais il est très peu profond. Sur toute cette zone, la profondeur est de moins de 50 mètres en moyenne, alors qu'on peut se trouver à plusieurs centaines de kilomètres des côtes. Idem pour le détroit de Bering, dont la profondeur se compte elle aussi en dizaines de mètres. La profondeur moyenne de tout l'océan Arctique est de 1038 mètres, et si on arrive à dépasser tout juste le kilomètre alors qu'une grande partie de l'océan n'est profond que de 50 mètres, vous le devinez, c'est parce que la cuvette est abyssale. Si vous marchez au fond de la mer de Barents avec un scaphandre, voilà, juste ici, ne vous approchez surtout pas de la cuvette, car vous vous retrouverez en haut d'un mur de près de 4 km de haut. S'il n'y avait pas d'eau, vous pourriez faire une chute libre d'1 minute avant d'ouvrir votre parachute et de vous poser tranquillement en contrebas. De quoi donner un nouveau challenge à l'apnéiste français Guillaume Néry. Une fois au fond, si vous marchez jusqu'à la localisation précise du pôle Nord, vous y trouverez un drapeau russe, déposé là par un sous-marin en 2007. Ouais, vous allez voir, on rentre petit à petit dans le vif du sujet. Pour résumer, l'océan Arctique est en fait très comparable à la Méditerranée, que l'on connaît beaucoup mieux. Il s'agit d'une cuvette d'eau entourée de terres émergées qui est presque complètement fermée, sauf à un endroit. Le détroit de Fram pour l'Arctique et le détroit de Gibraltar pour la Méditerranée. Ah ouais, mais il y a quand même une différence importante. L'océan Arctique est grand comme 4 fois la mer Méditerranée. Avec tout ce qu'on vient de dire, on peut relever deux choses. Premièrement, contrairement au Groenland et à l'Antarctique, qui sont des terres émergées recouvertes de glaciers et d'une calotte polaire, le pôle Nord est lui une grande bassine remplie d'eau gelée à la surface, la banquise. Le deuxième point est que la taille et l'épaisseur de cette banquise varient entre l'été et l'hiver, mais à cause du réchauffement climatique, on observe une nette diminution au fil des années. Les principaux enjeux géopolitiques dont vous entendrez parler en Arctique sont quasiment tous liés à cette disparition progressive de la banquise. On est en route vers l'archipel du Svalbard, qui a connu au cours de l'histoire 3 périodes d'activité. Des navigateurs s'y rendaient pour chasser la baleine au XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle, avant que les trappeurs ne prennent le relais avec la chasse des renards et des ours pour leur peau. Vint ensuite une deuxième vague d'activité au XIXe et XXe siècle, liée à l'extraction du charbon. Et enfin, une troisième aujourd'hui qui regroupe la recherche scientifique et le développement du tourisme. Il se trouve que mon frère Guilhem est actuellement en échange universitaire au Svalbard pendant 6 mois pour étudier la climatologie. C'est lui qui va nous accueillir, nous guider, nous loger, et clairement, c'est lui qui a arrangé une grosse partie de la logistique de ces reportages.
On va arriver en premier avec Théo, mais plus on approche et plus on se demande si le matos va tenir le coup avec un tel froid. Drone, téléphone, GoPro, on craint vraiment que toutes les batteries tombent à plat 2 minutes après les avoir sorties du sac. Oh. On espère au moins que le boîtier principal tiendra bon même les jours de mauvais temps. Bienvenue dans la ville la plus au nord du monde. On est arrivé à Longyearbyen en fin de journée avec Théo et on s'est dirigé vers les logements étudiants dans lesquels on passera ces 15 prochains jours. À peine accueilli par mon frangin, Gabriel, un de ses potes, débarque avec les photos d'une avalanche qui s'est déclenchée plus tôt dans la journée, pas loin d'ici. On est directement mis dans le grand bain. Personne dessous là. Non, on a tout remonté la porte avec nos ardoises, on a rentré. On prend de quoi cuisiner et on se dirige dans le baraquement d'à côté pour retrouver d'autres étudiants pour le dîner. C'est pas le plus écologique, mais c'est plus pratique parce que creuser dans le permafrost, c'est impossible. Il y avait vraiment une ambiance très sympa. La plupart des personnes présentes étaient soit des chercheurs, soit des étudiants, avec de très bonnes connaissances sur le milieu arctique, sur le climat en général et le réchauffement. Ça parlait anglais, français, norvégien dans les couloirs. J'avais l'impression d'être dans une sorte de centre de recherche polaire où les gens avaient vraiment fait la démarche de venir ici par passion. On s'est vite fondu dans cette colloque géante et vu qu'il y avait une majorité d'étudiants, et bah pour le dîner, on a fait des pâtes. Délicate. ASMR. Malgré la fatigue due à nos 2 heures de sommeil de la nuit précédente, on reste scotché par le jour polaire. Il est minuit et on file se coucher sous un soleil rasant l'horizon, mais qui ne disparaîtra pas avant plusieurs mois. Complètement surréaliste, le soleil est au plus bas de sa course. Ce sera définitivement pas notre dernier émerveillement du séjour. Théo, on a bien dormi ou pas? Bien, oui, suffisamment, non. Suffisamment, oui. Ça, c'est l'histoire de mes derniers mois. On a de la chance pour la météo, les prochains jours devraient tous être dégagés. J'en profite au saut du lit pour aller capter un peu l'ambiance de cette ville qui abrite 2115 habitants. Coincé au fond d'un fjord, Longyearbyen donne vraiment l'impression d'être un refuge au milieu d'un désert gigantesque et particulièrement inhospitalier. Je découvre que la plupart des bâtiments ne sont jamais fermés à clé. Les vélos ne sont pas accrochés, les motoneiges non plus, et le matériel de ski est souvent posé devant l'entrée des bâtiments directement dans la rue. Je découvre aussi avec stupeur que les 2 baraquements étudiants sont surplombés par une énorme corniche de neige située en haut d'une falaise. C'est rassurant. Je comprends pourquoi Guilhem a été évacué du bâtiment plusieurs fois par précaution. Le Svalbard est le seul endroit au monde où vous êtes obligé d'avoir un fusil avec vous lorsque vous quittez la ville. Les autorités sont très vigilantes et les risques vraiment réels. Lorsqu'on vient ici en tant que touriste, il faut nécessairement louer les services d'un guide. De notre côté, on a de la chance d'être plus libre pour nos reportages puisque Guilhem et ses potes sont habilités à tirer après avoir reçu une formation par des instructeurs de survie à l'université et passé plusieurs tests. Ils nous briefent avant notre première sortie. Bah, nickel. Et vis-à-vis du froid, les 3 points les plus litigieux, c'est vraiment les doigts de pied, le visage et les doigts. Vous allez vite le voir avec les caméras, etc. Les doigts, ça peut aller vite, mais déjà tu l'as vu hier, Gilda. Quand t'appuies, quand t'es toujours sur des pressions, des trucs comme ça, c'est vachement plus dur que le sang revienne. Et que plus on attend avec le froid, plus ça va être dur de récupérer. Pas hésiter à demander aux autres de se regarder les uns les autres. Et c'est comme ça qu'une fois Gabi, on a vu que son nez commençait à devenir tout blanc. Parce qu'en fait, simplement, le sang ne revenait plus, et donc il suffisait juste de couvrir et de masser un peu pour que ça revienne. Mais si on l'avait laissé pendant 1 heure, là, ça aurait pu commencer à partir en gelure, quoi. Voilà, transpirer ici, c'est pas excellent. Il vaut mieux être discipliné et prendre le temps d'ouvrir, de se poser, d'enlever une couche ou d'en remettre, mais transpirer, c'est perdre de l'énergie et c'est se refroidir aussi. Les 2 premières menaces, alors avant j'aurais plutôt dit que c'était les ours polaires plutôt que les avalanches. Actuellement je pense que la première menace c'est surtout les avalanches, surtout quand on va en montagne. Donc les ours polaires, on dit que c'est le plus grand prédateur terrestre. Il peut sentir une femelle à 150 km, ils ont faim, ils sont hyper curieux, ils voient un truc qu'ils connaissent pas, ils vont aller voir ce que c'est. Ça a l'air nonchalant, ça peut venir comme ça, on se dit il va mettre du temps à arriver, en fait ça fait des pas gigantesques et en 2 minutes il est sur toi. Et c'est pas parce qu'il est proche de toi qu'il est pas menaçant qu'il va pas te bouffer en fait. Donc là-dessus ils nous ont appris des règles assez strictes. Si on voit un ours polaire au loin, typiquement il marche souvent le long des rivages, là où il peut y avoir de la glace et du coup des phoques.
Donc nous, admettons, on soit sur une montagne, on voit un ours au loin. Si vraiment on est loin, on peut se permettre éventuellement de le prendre en photo, mais sinon on se taille et on regarde toujours derrière. Sinon on rentre dans un deuxième cas, c'est-à-dire que l'ours n'est pas super loin. On va dire il est à 500 mètres. Donc première chose à faire, c'est se regrouper. Vraiment, je pense que ça c'est un truc, il faut y penser parce que sur le moment tout le monde va avoir peur et rester figé. Alors que si jamais il va commencer, il va falloir tirer. S'il faut tirer, il vaut mieux que les gens soient regroupés derrière toi que si tu dois tirer au milieu d'une pagaille. Ça me paraît logique, mais c'est comme ça. Donc se regrouper tout simplement. S'il est intéressé, faire un maximum de bruit, ça a peur. Les sifflets sur les sacs à dos, les trucs comme ça peut lui faire peur. La plupart des ours ont peur. Donc encore une fois, c'est ce qu'on nous a appris. Nous, on l'a jamais à le mettre en pratique, mais on y réfléchit souvent pour se projeter dans une situation où si ça arrive, on applique et on réfléchit pas. Ensuite, si l'ours s'approche, dans ce cas-là, on va utiliser ça. Donc ça, c'est un flare gun. C'est pour tirer. Souvent, on le voit bien. Les marins, ils savent, mais t'as des cartouches de détresse. Donc ça fait des... On le voit sur l'arrivée du Vendée Globe, là, les feux qui crépitent rouges. Donc ça peut être un truc intéressant à lui tirer au pied. Et ça va lui crépiter devant, ça peut lui faire peur. Mais le truc le plus efficace et qui tire plus loin, c'est ça. C'est des flashbangs. Donc grosse explosion sonore et visuelle. Et ça, il faut réussir à lui tirer entre toi et l'ours. Oui, parce que sinon ça le ramène, ouais. Et sinon, si tu lui tires derrière comme un idiot, il peut du coup prendre peur et commencer à foncer vers toi. Bon voilà, ça c'est vraiment le premier truc à sortir, on le garde toujours très accessible. Donc ça se met soit sur la ceinture, soit vraiment à l'extérieur du sac. Et ça c'est un truc, faut pas hésiter à s'en servir. Avec cette méthode là, fusil plus flare gun, il n'y a jamais eu d'accident. Quand la méthode a bien été appliquée, il n'y a jamais eu d'accident. Les seuls accidents mortels qui ont vraiment eu lieu, c'était soit une mauvaise utilisation de l'arme, ça paraît idiot mais c'est comme ça, soit des gens qui n'ont pas du tout appliqué cette méthode là. Ouais, le fusil. Donc c'est un vieux mécanisme, mais hyper robuste face au froid, et c'est ce qu'on demande, c'est tout. Donc nous, on nous a appris à manipuler en sécurité, toujours vérifier qu'il n'y ait pas de balles dedans, etc. Et ce qu'on va faire, c'est que dès qu'on va sortir de la ville, on va trouver un endroit dégagé, on va le pointer vers une zone où on est sûr que personne n'est devant, et avec l'aide d'un binôme qui va me surveiller, je vais mettre 4 balles dedans, qui vont être dans le magasin tout simplement, comme un chargeur. On va les mettre là-dedans et on va fermer le fusil. Donc tu seras chargé et t'as juste ton fusil qui est... Alors c'est justement en anglais, il y a une traduction qui... T'as loaded, c'est vraiment chargé, c'est-à-dire que la balle est dans le canon, c'est-à-dire que si t'appuies ça part. Et t'as half loaded, c'est-à-dire que tu la mets dans le magasin en dessous. C'est-à-dire que les balles sont dedans, mais si tu appuies sur la gâchette, il n'y a rien qui part, la balle est en dessous, elle n'est pas du tout dans le canon. Et nous, c'est vraiment ces manipulations-là qu'on nous demande, de faire ça en sécurité et d'être sûr de soi dans ce que tu fais, juste pas hésiter quoi. Comme ça, ensuite on va l'avoir sur le sac, donc il sera half loadé comme ça. Et s'il y a un ours qui s'approche, le tireur lui va se mettre en position, il va commencer à le sortir. Les 4 balles seront en dessous, et s'il a besoin de tirer, si en dessous, on considère qu'en dessous de 35 mètres, il faut commencer à tirer, enfin en gros une cinquantaine de mètres. Parce qu'un ours, s'il charge, il peut faire du 45 km/h, donc ça te laisse, il est vite sur toi, ça te laisse une seconde. À partir du moment où il charge. Après, les ours polaires, ça charge pas, ça vient nonchalamment, c'est curieux, ça vient de voir, ça te met un coup de patte et ça te mange. T'as juste à faire, tu retires le verrou, la balle va monter, et quand tu fais ça, la balle passe dans le canon, et si t'appuies, la balle va partir. Bon, là j'ai pas mis de balle exprès. Du coup, ça te laisse 4 balles qui sont prêtes à être tirées. C'est des balles extrêmement puissantes. Faut s'assurer qu'il n'y ait personne dans le champ. Faut être sûr de ce que tu fais. Il faut viser au maximum tout ce qui est tête, épaule, bref, toutes les grosses artères qui sont plutôt dans la partie avant de l'ours, quoi. Ça, c'est vraiment le dernier stade. Avant, je vous ai dit, il y a plusieurs stades. Et c'est des stades qui sont, s'ils sont bien faits, on n'en a pas besoin d'en arriver là. Personne n'a envie d'en arriver là. Faut que tu serres les pitonios sur les coups. C'est le pompon qui passe pas. On progresse hors de la ville en essayant dès le début de s'habituer à rester alerte malgré l'effort. On dit qu'à Paris, il y a plus de rats que d'habitants. Au Svalbard, ce sont les ours. En moyenne aujourd'hui, un ours est tué sur l'archipel chaque année.
il y a 100 ans, on en abattait 3000. Alors qu'on continue de monter, je repense à une histoire qui s'est passée sur Twitter en 2017. Un jeune d'une communauté autochtone très reculée d'Alaska a posté une photo d'une baleine qu'il avait chassée au harpon pour nourrir son village lors d'un rite initiatique de passage à l'âge adulte. Un mode de vie si différent du reste du monde, à la limite de la grande pauvreté et exposé crûment et sans contexte sur Twitter. Forcément, ça n'a pas loupé. Il s'est fait lyncher par des centaines de personnes dont Paul Watson, directeur de Sea Shepherd, voire même menacé de mort par d'autres. Je me souviens que les communautés autochtones d'Arctique ont été très impactées par cette interpellation publique, certains disant qu'ils se sentaient visés au plus profond de leur identité. Allez, jusqu'au sommet. Le vent se lève au fur et à mesure qu'on grimpe, et en prenant de la hauteur, on commence à distinguer les vallées voisines. Une fois au sommet, on profite de la vue extraordinaire, du blanc et du bleu, à perte de vue. On mange un coup, et après avoir eu chaud dans la montée, je commence effectivement à ressentir le froid au bout de 10 minutes d'inactivité. Réguler sa température dans de telles conditions demande vraiment une certaine discipline. Malgré les fortes rafales, la tentation était trop grande, j'ai sorti le drone. J'ai même pas eu le temps de l'initialiser que mon portable s'est éteint à cause du froid. J'ai dû le faire voler à l'œil, sans retour caméra et surtout sans GPS, qui m'affichait sur la télécommande un nouveau message d'erreur toutes les 3 secondes. C'était assez rock'n'roll, mais quel bonheur de prendre de la hauteur dans un environnement si insolite. À un moment, il s'est mis à devenir complètement incontrôlable, je n'avais jamais vu ça, la nacelle était complètement gelée. J'ai même imaginé un court instant qu'il n'allait s'agir que d'un aller simple pour lui. Au fur et à mesure que je m'éloignais du sol, je ne pouvais m'empêcher de chercher à m'imaginer l'immensité de l'Arctique. On a eu un bref aperçu hier depuis l'avion, à notre arrivée sur l'archipel. Mais au fond, je crois vraiment que j'ai du mal à me dire qu'une si grande région puisse être aussi vide. La zone arctique est une zone d'environ 21 millions de kilomètres carrés qui se situe en fait au-delà du cercle polaire. Donc vous avez des cercles polaires au nord et au sud, à peu près au 66e degré de latitude nord. Et en fait, tous les territoires au nord ou au sud des cercles polaires ont une journée et une nuit entière par an. Donc c'est un petit peu ça qui les définit, c'est leur localisation très septentrionale pour le pôle Nord. Donc en fait, le pôle Nord se caractérise aussi par son opposé, l'Antarctique. C'est-à-dire qu'autant l'Antarctique est un continent extrêmement grand, entouré d'océans, autant d'abord le pôle Nord s'est défini par l'océan Arctique, qui représente 14 millions de kilomètres carrés, et cet océan est bordé de territoires souverains. Donc on est vraiment à l'opposé de l'Antarctique, ça c'est vraiment intéressant, parce que même pour les solutions qu'on peut trouver pour le futur, on ne peut pas forcément transposer des solutions qui marchent et qui ont été lancées dans la guerre froide, la coopération scientifique entre des États rivaux, dans le Grand Nord. Là on est vraiment face à un territoire immense, extrêmement peu peuplé, donc environ 4 millions de personnes, la moitié sont sur le littoral russe, et on va dire seulement 450 000, un petit peu moins peut-être, sont des autochtones. Donc le reste, ce sont des populations russes qui sont installées là depuis des dizaines d'années, ou occidentales, qui vivent dans ces territoires septentrionaux. Donc l'océan Arctique, lui, est bordé par le plus grand État, celui qui a le plus grand littoral, évidemment la Russie. Donc c'est pour ça que la Russie est un petit peu incontournable quand on traite des questions arctiques. C'est le pays pour qui le Grand Nord, on en reparlera, présente les enjeux les plus importants et les plus immédiats. Ensuite, vous avez le Canada, qui est un pays qui a en fait un archipel arctique colossal, des territoires très grands, plusieurs fois la France, quasi désertique. Dans l'archipel, dans la partie québécoise, vous avez 10 000 habitants sur un territoire qui est quasiment grand comme la France. Donc, ça vous donne une idée des densités. L'Alaska avec les États-Unis, donc qui a également un littoral. Vous avez la Norvège qui est présente avec l'archipel arctique norvégien. Et ensuite le Groenland qui est sous souveraineté aménagée particulière danoise. 5 États riverains auxquels s'ajoutent 3 États qui ont des parties de leur territoire au-delà du cercle polaire, que j'utilisais tout à l'heure pour définir l'espace arctique. Donc la Finlande, la Suède et l'Islande, qui a vraiment juste un petit archipel rocheux sur le cercle polaire, mais c'est vrai que par sa position géographique, ses traditions de pêche, il a un vrai ancrage polaire.
Bon allez. Ah, je la vois, ouais. Avec Théo, on profite des 3 jours suivants pour visiter la ville et approfondir nos thématiques respectives, en attendant l'arrivée de Charles et Léo. Juste avant, tu peux me dire pourquoi il y a des fissures sur la maison là? Parce que le sol se dérobe à cause du permafrost. Ouais. Et en fait, c'est un sol qui est gelé constamment, même en été. Et la surface supérieure commence à fondre. Et du coup, les fondations. Il manque un mot, mais tu vois. Mais j'ai compris. Au passage, on en profite pour se faire quelques petits potes. La team est maintenant au complet. On se retrouve pour dîner jusqu'à ce qu'un mouvement dans un pierrier voisin nous interpelle. Il se trouve que j'ai justement un téléobjectif. Ah bah mène-toi parce qu'il se court. Là, il nous a vus. Ah, c'est bon. On en a vu un l'autre soir, mais il était plus loin quoi. Ça repelle un peu. Putain, là c'est ouf. Couloir. C'est couloir. Joli. Juste là. Il est où? Là, il est à 10 mètres. Là. Oh putain. Il est temps d'attaquer le sujet central de cet épisode, et pour l'illustrer, rien de mieux que d'aller là où Guilhem s'apprête à nous emmener. Théo, il est quelle heure là? Il est minuit 35. Et on part faire quoi? Eh ben on va à l'Ice Cave, à 2 heures d'ici, en espérant que le soleil se couche pas d'ici quelques mois. Je suis pas sûr de la garder celle-là. C'est bon. Passeport, carte d'embarquement. Bon voyage monsieur. Merci. Vous avez choisi Aéro Svalbard. C'est drôle non? Tu viens de me niquer ma vidéo là. J'en étais sûr. Quel plaisir de partager ces moments avec des gars aussi passionnés. On était tous émerveillés de travailler dans de telles conditions, malgré la gravité des sujets abordés. J'ai beaucoup appris du métier de journaliste au contact de Charles, tandis que Léo et Théo m'éclairaient sur des enjeux scientifiques qui m'échappaient jusqu'alors. Alors on fait prendre le PQ. Partout où il n'y a pas d'huile, il va disparaître. Et là où il y a de l'huile, il va brûler. On peut se réchauffer les mains dessus. Et il va juste faire griller le thon sur le dessus, mais il ne le cramera pas. Jusqu'à ce que ça s'éteigne. Et là vous en avez pour au moins 10 minutes avec un petit feu. Et après le thon sera bien chaud et croustillant.
En rentrant dans cette grotte de glace, on ne ressentait plus le vent, ni le froid, et on a vite perdu la notion du temps. J'avais l'impression d'entrer dans un autre monde où l'on se surprenait à observer pendant plusieurs minutes des détails de cet énorme boyau gelé. Entre le scintillement du gel, la glace qui enrobait des roches telle une cascade pétrifiée, ou encore la transparence et la couleur vive des parois, on ne cessait de s'émerveiller. On décide de s'enfoncer au plus profond de ce sinueux passage sans finalement ne jamais en arriver au bout. C'était incroyable. Il est 3h du matin, on continue d'avancer même si la fatigue se fait parfois sentir. Vous êtes top 9 les gars. Il va jamais prendre Il va jamais s'arrêter. Et tu dis que ça c'est juste de la condensation? Ça c'est, je t'expliquerai sur le papier, mais il faut qu'il y ait une différence de température. Donc là la glace est froide et l'air est plus chaud. Ouais. Et il faut beaucoup d'humidité dans l'air et ça va se former en... Si tu fais un time-lapse dessus, ça grossit couche par couche. Enfin, genre quoi, en quelques jours là? Là les plus grandes, je sais pas, je pense que ça doit faire 1 cm par semaine peut-être. Et du coup là, je sais pas si vous pouvez le voir, mais à l'intérieur de la glace, il y a des bulles d'air qui sont emprisonnées. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait, c'est de l'air de l'époque, au moment où la glace s'est faite, qui a été préservé. Alors là, les glaciers dans lesquels on est au Svalbard sont pas suffisamment vieux pour que ce soit très intéressant, mais en Antarctique, on peut remonter sur des centaines de milliers d'années comme ça, et donc on peut analyser les proportions de CO2, de dioxyde de carbone, d'oxygène dans l'air, de la température moyenne, on peut aussi aller jusqu'à extrapoler un peu sur la végétation, recouper ça avec les fossiles. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites en étudiant l'air emprisonné dans les glaces. C'est un peu une machine à remonter le temps en fait. Donc en fait les pôles se réchauffent plus vite que les autres latitudes, comme les tropiques par exemple. On estime que par exemple l'archipel de Svalbard se réchauffe 2,4 fois plus vite que les températures tempérées par exemple. Et ça c'est dû à ce qu'on appelle le phénomène de l'amplification polaire ou amplification arctique. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en cause. Un des facteurs, c'est notamment le fait qu'il y a des boucles de rétroaction qui amplifient le réchauffement. Par exemple, quand la banquise elle fond, il y a moins d'albédo, donc ça veut dire que la lumière est moins réfléchie vers l'espace, donc l'énergie solaire est plus captée, tout simplement parce qu'il n'y a plus la banquise pour la réfracter, et donc tout l'océan qui est très sombre, qui a un albédo assez faible, va plus emmagasiner cette chaleur, ce qui va encore accélérer la fonte de la banquise, ce qui va encore diminuer sa couverture, ce qui va encore accélérer le réchauffement, et ainsi de suite. Donc en fait, avec ces boucles de rétroaction positive, le réchauffement va beaucoup plus vite au niveau des pôles. Alors c'est un espace, du fait de sa très faible densité, qui est unique sur le plan environnemental. C'est-à-dire que il est par définition protégé de la présence de l'homme. Ça reste une terre d'aventure, coûteuse, donc relativement protégée. Parmi les enjeux d'ailleurs, il y a le développement du tourisme et comment le faire coexister avec des enjeux de développement durable de cette zone. Vous avez une faune, une flore très particulière. Donc le fameux ours polaire qu'on ne va pas trouver au pôle sud et pour qui la disparition de la banquise est un vrai défi de survie. C'est un territoire également qui, sur le plan environnemental, est très marquant parce que au minimum, le réchauffement climatique y est 2 fois plus rapide que le reste du monde. On comprend bien que même dans l'hypothèse la plus optimiste, qui n'est pour l'instant pas la trajectoire d'émission, on aura un Arctique qui va se transformer très brutalement. Et au final, à mon avis, ce qui caractérise la géopolitique de l'Arctique, c'est la brutalité des changements. C'est vraiment ça qui est marquant. Les changements sont à la fois de très grande ampleur et très soudains. Donc ce qui veut dire en général que les espèces, les hommes présents, ont peu de temps pour s'adapter ou n'ont pas le temps de s'adapter et que du coup, effectivement, ça laisse surtout la place à de nouveaux entrants qui eux vont calibrer leur présence en fonction de ces conditions climatiques, météorologiques extrêmes. Mon sentiment est vraiment qu'il y a un intérêt à partir du moment où on a compris que la banquise arctique fondait de manière très rapide, et ce qui pouvait laisser supposer un accès facilité à l'Arctique. Donc en gros, on se rend compte que la fonte de la banquise, donc la glace de mer, qui flotte sur la mer, la superficie de banquise a quasiment été divisée par 2 depuis les années 70 en moyenne, et que le volume
de banquise, c'est-à-dire que l'épaisseur de glace, etc., on est plutôt d'un facteur au moins de 3. Mais comment de la glace qui fond en Arctique peut-elle avoir autant d'incidence géopolitique sur le reste du monde? Eh bien, de 2 manières. Premièrement, car la fonte de la banquise permet à certains pays, principalement la Russie, d'aller exploiter des ressources sur son territoire dont elle n'avait jamais vraiment tiré profit, à cause du climat extrême et du manque d'investissement. En Arctique, 95% des ressources énergétiques estimées se trouvent dans les zones économiques exclusives des pays. Il ne s'agit donc pas pour eux d'aller chercher à agrandir leurs frontières pour récupérer de nouvelles ressources, mais il s'agit tout simplement d'aller exploiter des ressources déjà existantes à l'intérieur de leur propre pays. En Russie, il y a actuellement une véritable dynamique de fond pour développer le nord du territoire. Ce développement est pensé sur le long terme et il permet aussi de servir un deuxième intérêt, l'ouverture d'une nouvelle route commerciale. Aujourd'hui, 80% des marchandises transportées sur notre planète sont véhiculées par voie maritime. C'est titanesque. Pour relier les 3 principaux pôles de production et de consommation dans le monde, les navires empruntent globalement 2 routes. La route principale relie l'Asie à l'Europe en passant par l'océan Indien et la Méditerranée. L'autre voie consiste à passer par le Pacifique avant de rejoindre l'Atlantique par le canal de Panama. J'ai volontairement simplifié le trait, il existe bien évidemment plein d'autres routes secondaires. Pour choisir laquelle emprunter, les armateurs réfléchissent comme lors d'un trajet en voiture. Premièrement, la distance qui va d'emblée donner une idée du temps de transport et du carburant consommé. 21 200 km pour la première, 23 300 pour la seconde. Mais ce n'est pas le seul critère retenu. Le prix du péage est déterminant lui aussi, car en passant par des canaux, des taxes de passage s'appliquent pour les navires. Tout comme les camions doivent parfois respecter une certaine hauteur à cause des ponts sur certaines routes, les navires doivent parfois respecter une certaine profondeur, ce qu'on appelle le tirant d'eau. Cela rajoute des complexités logistiques. Enfin, le prix des assurances peut parfois fluctuer. Tout comme vous pouvez malheureusement vous faire voler à l'arraché en étant bloqué en voiture dans les bouchons, des navires sont parfois pris d'assaut par des pirates aux abords des détroits de Malacca et de Bab el-Mandeb, lorsque les bateaux convergent vers l'étroit passage. Ce sont toutes ces composantes qui viennent influencer le choix des routes maritimes. La fonte de la banquise, malgré le fait que ce soit très malheureux pour notre planète, peut se retrouver à servir les intérêts de certains pays, en rendant possible le passage de navires par une route polaire que l'on appelle le passage du Nord-Est ou bien la route du Nord. De 21 200 km, on passe alors à 14 100. Il n'y a pas de piraterie, pas de contrainte de tirant d'eau, le temps d'acheminement est réduit, et les coûts liés au personnel et au carburant diminuent eux aussi. La route n'est accessible que l'été, mais des brise-glaces peuvent allonger la période de passage des navires. Les frais d'assurance restent élevés dus aux conditions météo extrêmes, et se pose aussi la question des droits de péage. Bref, sur le long terme, cette route pourrait potentiellement concurrencer les routes traditionnelles, malgré le fait qu'aujourd'hui, elle est encore très peu empruntée. Côté canadien, un autre passage est possible, une route de 15 900 km, mais beaucoup moins praticable pour le moment. Sur l'archipel arctique canadien, il y a encore des courants qui poussent des morceaux de banquise et souvent qui vont fermer ce passage, même en été. Mais sans doute que dans les prochaines décennies, on pourra envisager d'utiliser plus fréquemment ces 2 routes. Voilà. Côté russe, clairement, ces routes étaient déjà pratiquées pendant la guerre froide. Ils ont le savoir-faire. Donc c'est un savoir-faire qui est à la fois rustique mais éprouvé. C'est pas la grande technologie, mais c'est des gens qui ont l'habitude d'être confrontés au froid, qui ont des machines, des bateaux, qui savent vivre en milieu polaire. Et finalement, c'est un savoir que les Occidentaux ont un petit peu perdu, hein, hormis les Inuits, etc. évidemment. Mais on s'aperçoit que les États-Unis, par exemple, doivent remonter en puissance en termes de capacité arctique pour être présents. Donc cette redécouverte de l'Arctique donc se fait à cause de ces phénomènes météo et du coup a incité la plupart des États à revoir leur stratégie arctique, à la développer. Simplement, effectivement, ça demande des moyens. On a vu très récemment, au début mai 2019, un discours étonnamment offensif du secrétaire d'État américain Mike Pompeo en Finlande, et qui tranchait avec le relatif consensus et le pacifisme qui est la règle de base de fonctionnement de ce cercle, où il pointait vraiment l'attitude très offensive de la Russie et de la Chine dans l'espace arctique. Et donc même eux, en fait, se rendent compte qu'ils ne peuvent pas monter du jour au lendemain en compétences. Il faudrait inscrire des brise-glaces dans des programmes qui sont déjà définis, dans la durée. Monter en compétences militaires dans cette zone, c'est un engagement financier sur plusieurs années. Et donc on pense que les États-Unis ne seront pas prêts avant l'horizon 2030, n'auront pas de force dédiée ou de nouveaux brise-glaces particuliers à l'horizon 2030. Voilà. Parce que finalement, ils sont tellement engagés dans les programmes structurants et chers que glisser même un brise-glace à 1 milliard d'euros,
un gros brise-glace, ne paraît pas possible rapidement. Et Vladimir Poutine disait que 10% de l'effort d'investissement russe avait lieu dans les territoires septentrionaux, dans le Grand Nord russe. Donc, pour la Russie, l'enjeu de l'Arctique est vraiment majeur, déjà en termes de ressources. Et effectivement, il y a des champs gaziers colossaux, donc notamment dans la péninsule de Yamal, et la Russie compte énormément sur ses sources arctiques pour son développement dans les prochaines décennies. Donc, pour résumer, la Russie lance depuis un certain temps beaucoup d'investissements pour développer le nord de son territoire et exploiter des ressources. Dans le même temps, elle prépare le terrain en amont pour l'ouverture d'une nouvelle voie maritime qui renforcerait encore plus le développement de la région. Les États-Unis, ne voulant pas laisser un tel avantage à la Russie, cherchent à réaffirmer leur présence en Arctique. Vous allez voir qu'un des enjeux phares est de savoir si oui ou non les bateaux seront libres de passer, ou bien certains passages de la route se trouvant dans le territoire russe, la navigation sera soumise à une taxe et éventuellement à l'autorisation du pays. Cela conférerait alors un atout stratégique énorme à la Russie, tout comme l'Iran qui utilise parfois ce pouvoir pour menacer de fermer le détroit d'Ormuz au passage de navires étrangers, en cas de différends diplomatiques, de pression ou bien de sanctions. Lorsque la Russie revalorise son littoral nord, du coup favorise éventuellement la création d'une nouvelle voie maritime intercontinentale, donc une nouvelle voie de transit maritime majeure. Donc on verra que c'est sans doute à modérer cette perception, mais il n'empêche que du coup se pose la question du droit de passage finalement. Est-ce que le droit de la mer s'applique librement, donc le libre passage inoffensif des bateaux? Est-ce que il y a une souveraineté russe particulière qui s'exercerait dessus et qui justifierait un droit de payage? Aujourd'hui, il y a un droit de payage indirect qui se fait puisque les bateaux doivent être accompagnés par un brise-glace. Et donc au final, le principal défi géopolitique, c'est confronter le défi de l'Arctique avec des règles pour partager cet espace. Voilà. Et comme c'est un espace qui n'a jamais été pratiqué dans le passé, chaque première peut être l'occasion de tensions géopolitiques. Alors évidemment, les Américains aimeraient pratiquer cette route, moins pour un intérêt militaire lié aux tensions géopolitiques qu'il peut y avoir entre la Russie et le bloc occidental en ce moment, mais plus pour montrer que c'est un espace maritime international et qu'à ce titre, la marine américaine peut être présente dans tous les endroits du globe. C'est un petit peu la même crispation qui peut se passer dans des mers d'Asie du Sud-Est en ce moment. Donc ça, c'est vraiment un enjeu qui est à la fois finalement commercial, juridique et politique ensemble. Voilà. Il existe aussi un dernier point auquel je ne m'attendais pas du tout, qui concerne la recherche. En Arctique, faire de la recherche sur des thématiques scientifiques peut donner du pouvoir d'influence au pays d'origine des chercheurs. Une manière de légitimer le fait de s'intéresser à la région et d'observer ce qu'il s'y passe en quelque sorte. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chercheurs qui partent faire des recherches dans les sciences du climat aussi au-delà du cercle arctique nord. Et c'est devenu un endroit extrêmement important pour faire de la recherche. Par exemple, la moitié des chercheurs français aujourd'hui en Arctique, en sciences dures, soutenus par l'Institut Paul-Émile-Victor, l'Institut polaire français, partent dans l'archipel arctique du Svalbard, parce qu'on y dispose de bases de recherche depuis la fin des années 60. C'est vraiment un endroit essentiel pour améliorer notre connaissance de l'Arctique, pour améliorer les connaissances des interactions entre le climat global et l'Arctique. Et puis, politiquement, clairement, la recherche fait partie des sujets qui servent à légitimer une présence arctique pour les États qui n'ont pas de possession dans cette zone. Pour beaucoup de pays, en fait, pour avoir droit, pour justifier sa présence ou son intérêt en Arctique, il faut soutenir une recherche polaire. Donc on a vu par exemple un pays comme la Chine, ou même l'Inde, s'intéresser à la recherche polaire arctique. Voilà. Parce que ça fait partie des cases qu'il faut cocher pour pouvoir prétendre à, par exemple, être un État observateur auprès du Conseil de l'Arctique, qui est le principal forum, en tout cas le plus médiatique, celui aujourd'hui qui a sans doute le plus d'influence pour la gouvernance de l'espace arctique. Voilà. Donc la recherche, c'est à la fois un sujet de fond scientifique et un sujet politique à l'évidence. En marge des gouvernements qui œuvrent en Arctique sur des intérêts économiques et stratégiques, d'autres acteurs militent pour la protection des océans. Lors de notre passage au Svalbard, Greenpeace débutait tout juste une expédition de l'Arctique à l'Antarctique pour valoriser le travail de scientifiques sur le constat du réchauffement et des pollutions marines, ainsi que pour demander un traité international plutôt ambitieux qui consiste à créer de vastes réserves marines en haute mer, qui incluraient 30% des océans du monde. On a pu réaliser des interviews à bord, elles sont dispo sur la chaîne Brut, je vous mets les liens en description.
On arrive à la fin de notre séjour, il ne nous reste plus beaucoup de fenêtres météo correctes et on est vraiment déterminé à filmer de la banquise, qui se trouve de l'autre côté de l'île. On en discute et après avoir trouvé un itinéraire et loué des motoneiges, on décide de partir en fin de journée pour avoir les plus belles lumières possibles et pour être vraiment tout seul sur la route. Si tout se passe bien, l'idée est de rentrer demain vers midi. Définitivement, je pense que ce sera la plus belle nuit blanche qu'on sera amené à faire. On fait plusieurs centaines de kilomètres au travers de vallées infinies en se relayant pour le pilotage. À chaque arrêt, on essaye d'être les plus vigilants possible en scrutant à tour de rôle les plages aux jumelles. Pendant ces longues heures de traversée, on intériorisait beaucoup tout ce qu'on voyait. J'ai demandé à Théo et à Léo de me décrire ce qu'ils ressentaient vraiment à ce moment-là. En fait, l'émotion principale que tu ressens quand tu vas vraiment vite en motoneige à travers les paysages du Svalbard, c'est une émotion de perspective. En fait, tu te rends compte que tout est très grand, tout est très loin, la vallée elle est très large, tu vas très vite, et toi au final, au milieu de tout ça, t'es vraiment l'unité la moins impressionnante de tout. Donc tu te fais vraiment écraser par tout ce qu'il y a autour, quoi. Et ça, c'était vraiment fou. Il y a assez peu d'endroits sur Terre où tu te sens aussi insignifiant, aussi vraiment anecdotique dans le paysage. Et en plus, il se trouve que tu es aussi une proie pour les éventuels ours polaires. Donc vraiment, t'es pas dans ton élément. Et cette émotion-là, elle est folle. Et le fait d'être sur une motoneige, en plus d'avoir l'adrénaline, d'aller à une centaine de kilomètres/heure et on est à fond, et il y a ce paysage qui est magnifique, qui nous écrase, et ça crée un truc tout neuf, une émotion qui est entre le waouh et le c'est chaud. C'est génial. C'est trop bien. C'était ouf. Et ce soleil aussi, le fait qu'il nous tourne autour. En fait, il décline progressivement en allant vers le nord, et c'est là où il est le plus bas, en milieu de nuit, mais on a une luminosité qui s'apparente à celle de 16 heures peut-être ici, et puis les nuances de couleurs que peut prendre la glace. C'est des choses auxquelles on n'est pas habitué sous nos latitudes, typiquement le fait de pouvoir marcher sur une rivière qui est entièrement gelée, sur plusieurs mètres d'épaisseur. Il y a des endroits, ça s'apparente presque à des vagues figées dans leurs élans, c'est vraiment splendide. Moi, tout de suite, je me suis dit, on n'appartient pas à ce monde, c'est vraiment le premier truc que je me suis dit. Après, je dis peut-être ça parce que je suis pas un ours polaire. Et le silence aussi, qu'on connaît dans les Alpes en hiver, mais le fait que tout soit recouvert de neige, l'ambiance est vraiment feutrée et tamisée. 3 heures du matin, on arrive finalement un peu fatigué sur la banquise qu'on avait repérée sur une carte satellite. On vérifie la solidité de la glace avant de passer, mais on préfère quand même laisser les motoneiges derrière. Malgré les kilomètres parcourus et nos tours de garde aux jumelles, nous ne croiserons pas la route d'ours polaire ce jour-là. Il ne s'agit pas d'un zoo, mais d'un désert. Il vit ici, dans son habitat naturel, et ce genre de rencontre ne se planifie pas. Ça aurait été bien sûr un super bonus, mais c'est finalement tout aussi bien que nous n'en ayons pas d'arrangé. Bon mes petits aventuriers, c'est la fin de cet épisode et c'est aussi la fin de notre aventure dans l'archipel du Svalbard. Je tiens vraiment à remercier Guilhem et tous ses potes qui nous ont accueillis, hébergés et guidés. N'hésitez pas à jeter un œil sur les vidéos qui sont faites sur la chaîne de Léo, sur la chaîne de Théo et sur Brut. On vous dit à la prochaine, ciao. Ciao.